Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon Eh endroit. bien, écoute, Lionel, bienvenue à toi. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast des performeurs. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va super bien, je suis en pleine forme. Là, c'est les vacances pour moi aujourd'hui et je suis à quelques jours de mon objectif sportif de l'année. Donc, franchement, je suis à la fois détendu, mais à la fois stressé. Voilà, et je suis content qu'on puisse trouver ce moment-là pour discuter, pour échanger. Ça me fait un peu bizarre parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions dans mon podcast. Mais là, ça me fait plaisir de venir sur le podcast des performeurs. Trop cool. Allez, dis-le nous concrètement. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Alors, dans 2 jours, vendredi, pour moi, c'est l'Ambraman. Donc, l'Ambraman, c'est un triathlon XXL, distance Ironman. Donc, 3,8 km de natation que je fais à peu près en 1h15, 1h20. Ensuite, on enchaîne sur 188 km de vélo en montagne. Donc, une étape du Tour de France, hein, avec même plus de dénivelé, puisque là, on est sur 5000 km de dénivelé, alors que d'habitude, une étape du Tour de France, c'est aux alentours des 3005, 3000, enfin 4000. Et ensuite, rien que ça, on continue par un marathon. Donc 42 km. Pareil avec du dénivelé aussi, 400 mètres de dénivelé sur le marathon, ce qui est quand même pas rien. J'ai encore fait la reconnaissance du parcours course à pied là, et il y a deux belles montées là qui sont bien casse-pattes. Je l'ai fait il y a 2 ans en mode je veux juste le finir. Et donc je mets 14h50 à peu près. Pour boucler tout ça, puisqu'il y a à peu près 1h20 de natation, enfin à mon niveau, hein, les pros font ça en 50 minutes, mais voilà, à mon niveau 1h20, à peu près 8h30 de vélo, et après un marathon en 4 heures. Moi j'aimerais bien le faire en moins de 4 heures, mais là, il y a 2 ans, je l'ai fait en 4h40. J'avais beaucoup souffert de la chaleur, parce qu'en fait, il n'y a pas que le dénivelé qui est important. C'est Embrun, on est près de Gap, on est dans les Hautes-Alpes, on est plutôt dans le sud-est de la France, à 2 heures au nord de Nice. Et en fait, il y a plein de facteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup de chaleur. Il y a 2 ans, il faisait 38 degrés en plein soleil. Et donc voilà, ça fait un départ à 6 heures du matin, de nuit. Donc ça, c'est pas mal parce on nage dans le noir, donc il y a des kayaks qui sont là avec des lumières, avec des frontales, etc. Il y a sur les bouées, parce qu'on fait le tour de certaines bouées. Pareil, ils ont mis des petites guirlandes lumineuses. Et voilà, l'ambiance est incroyable. Et pour ceux qui connaissent Embrun, la ville d'Embrun, le centre-ville, c'est vraiment typique. Les maisons pleines de couleurs et plein de terrasses. Et donc, quand on passe à 20h, quand on est dans le dernier tour du marathon, ouah, c'est incroyable. Franchement, j'en ai encore des frissons quand j'en parle parce que tout le monde encourage, tout le monde est là pour voir les athlètes passer et tout ça. Et franchement, c'est un truc de fou. Voilà, comme je dis, c'est une course qui a changé ma vie. Et elle a changé ma vie. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est ce qui m'a amené à créer un podcast, c'est ce qui m'a amené à me reconvertir pour quitter voilà, une situation et enfin pas pour quitter, mais voilà, pour transiter vers une autre situation. Donc voilà, c'est une course vraiment qui est incroyable. Mais au-delà de la course, le jour J, c'est toute la préparation. On aura l'occasion d'en parler là pendant 1 heure de l'épisode. C'est toute la préparation qui est encore plus incroyable que la course, quoi. Ok, moi j'ai hâte parce que tu sais qu'en septembre dernier, j'ai voulu me lancer dans le triathlon, mais je me suis Ok. blessé très peu de temps après et Merde. la motivation est un petit peu redescendue aussi pour pouvoir mettre ma concentration et mon énergie ailleurs. Mais je te cache pas que moi, vivant à l'île de la Réunion, j'ai cette envie un jour de faire la 0 3000 qui est réputé Mhm. être le triathlon le plus haut du monde, parce au départ, on a 0 mètre d'altitude et on Ouais. termine sur le toit de l'océan Indien à plus de 3000 mètres. Et ça, ça me fait rêver. Je me dis que c'est Mhm. incroyable, ce genre de discipline, en tout cas, moi qui Ouais. m'inspire. Écoute, je suis ravi qu'on puisse parler de ça. Et en plus de ça, tu fais une super intro parce que manifestement, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps et je pense que ça va être hyper intéressant de le partager. Avant qu'on fasse cet enregistrement ce matin, justement, là, tu es déjà sur place, tu es déjà en Brun.
Ouais, je suis déjà sur place. En fait, j'ai pris quelques jours de vacances, on va dire, allez, 2 semaines à peu près, ouais, 2 semaines de vacances, où j'étais en altitude pour aller pour l'acclimatation à l'altitude, à tout ce qui est voilà, globules rouges, voilà, enfin tous les bienfaits de l'altitude. Donc voilà, 2 semaines en altitude, et puis après on redescend sur Embrun. Et donc là, je suis arrivé il y a quelques jours à peine. Et puis, donc voilà, retrait des dossards hier. Et puis, les derniers entraînements aujourd'hui, demain. Et puis voilà, la course vendredi, quoi. Excellent. Sans transition, tu peux te présenter en quelques mots qui tu Ouais, es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu es originaire éventuellement, enfin ok, des choses qui traversent l'esprit pour savoir de qui on va parler, avec qui on va parler aujourd'hui. ça marche. Eh bien, moi, donc, je m'appelle Lionel. Et donc, j'ai 34 ans cette année. J'ai 3 enfants. Je suis marié donc avec la mère de mes enfants. Et cette année là, il y a quelques semaines, on a fêté nos 20 ans de rencontre. Donc c'est assez incroyable. On a du mal à se rendre compte quand les mois, les années passent, mais voilà, ça fait 20 ans qu'on se connaît avec ma femme. Ça fait vers 10 ans qu'on est mariés. Et donc voilà, on a 3 enfants de 8, 7 et puis 5 ans. Donc ils sont assez petits, ils sont aussi très rapprochés. Et donc moi du coup j'ai une formation d'ingénieur en informatique, plutôt qualité logicielle, développement. Voilà, qualité logicielle en gros c'est avant qu'un logiciel, qu'un système, qu'une application soit mise à disposition du client, ben, on vient vérifier qu'il n'y a pas de bug dedans. Donc voilà, c'est ça la qualité logicielle. Et puis il y a 2 ans, du coup, un léger virage dans cette vie, où il y a 2 ans, je m'aligne pour mon premier triathlon XXL. Donc j'ai commencé le triathlon en 2019 et tout de suite j'adore. J'adore. En fait, grosse panique dans l'eau. Parce que j'avais jamais nagé vraiment en eau libre, etc. Mais je viens du vélo, parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais ado, et puis course à pied, c'était un loisir, un plaisir quand j'avais pas trop de temps. Et en fait, donc là, je me dis, voilà, je suis en 2019, du coup, j'ai 29 ans, et je me dis, bah, avant mes 40 ans, je ferai un triathlon XXL, parce que le jour où je rencontre, enfin, le jour où je connais la distance Ironman, je me dis, mais les gens, ils sont vraiment timbrés, quoi. C'est, c'est- J'avais que ce repère un jour, j'avais fait 120 km à vélo, j'étais revenu, mais j'étais lessivé. Et là, je me dis, putain, un Ironman, tu nages 3 km suite, tu fais 180 de vélo, 180 km, et donc, quasiment, enfin voilà, 45 ans, enfin 50, non, 60 km de plus que ce que j'avais déjà fait. Et après, tu continues sur un marathon, et tu te dis, mais c'est incroyable. Donc je me dis, avant mes 40 ans, je le ferai. Et puis au final, en 2023, ma femme, elle me dit, bah écoute, on est en vacances pendant l'Embrunman et puis moi j'ai envie d'aller en Embrun. Je lui dis, ben, enfin, et donc elle me dit, bah écoute, tu inscris-toi, quoi, fais-le, tu voulais le faire. Et donc là, j'ai mis 2 semaines à vraiment m'engager dedans parce que c'est vraiment une discussion de couple. C'est vraiment une discussion de couple et de famille parce qu'il faut que tout le monde soit OK avec ça, en fait. Parce qu'il y a tellement d'impact, il y a tellement de contraintes chaque jour que, qu'il faut que ça soit une décision tous ensemble de famille. Donc bref, cet Embraman, il m'amène à me poser 1000 questions parce qu'un Ironman, c'est pas juste je prends mon vélo, je vais faire du vélo. Non, il faut faire attention au sommeil, à la nutrition, à l'hydratation, enfin, à sa préparation mentale, à ses étirements, au yoga. Enfin, il y a plein de choses qui sont au-delà du sport. Et du coup, ça m'amène à travailler sur mon mental, et c'est là que je découvre bah, la préparation mentale en fait. C'était quelque chose où pour moi dans le sport, il y avait le coach sportif qui faisait les exercices, le prépa physique en fait, et pour moi la préparation mentale c'était réservé à l'élite, c'était pour les pros et tout ça, alors que au final pas du tout. Même les amateurs. Même ceux qui sont pas au niveau international, etc., c'est hyper bénéfique parce qu'en fait, on vient pour le sport et on ressort pour la vie entière, en fait. Parce que bah, il y a du lien avec
son rapport aux autres, parce qu'il y a des fois, voilà, si ma femme elle est sur le bord de la route, j'ai envie de bien faire, quoi. Je lui ai donné des contraintes. Là, cette prépa-là, en 2025, elle a commencé le 1er janvier, elle se finit le 15 août. Ben, pendant 8 mois et demi, elle a été sous contrainte, elle a été stressée, elle m'a accompagné dans la nutrition, dans les entraînements, etc. Et donc, je peux pas lui dire, bah écoute, j'ai fait 20 bandes de vélo et j'arrête, quoi, parce que j'ai un peu mal au dos ou un peu mal aux fesses. Donc voilà, c'est vraiment un projet entier de famille. Et donc, cet embrunman-là, ça me fait découvrir la préparation mentale. Je m'y forme, je me forme à la préparation mentale. Je crée aussi un podcast parce qu'en fait, je me rends compte que pendant la prépa et pendant la course, surtout pendant la course, c'est ça qui m'a fait créer le podcast, c'est qu'on est tous alignés sur la même course, mais on n'a pas eu la même prépa, on n'a pas eu les mêmes blessures, on n'a pas eu les mêmes accompagnements, on n'a pas eu les mêmes contraintes. Et voilà, j'ai couru avec un gars, il a eu un accident de moto 4 jours avant. Et il me dit, j'ai hyper mal au pied, j'ai le pied cassé. Et les gars, on était à 30 kilomètres du marathon. Je dis, mais t'es fou en fait. Et puis pareil, je rencontre quelqu'un d'autre qui fait partie de l'Académie de la haute performance. Euh, qui, euh, comment dire, qui aussi lui fait des courses incroyables. Et donc, bah, il me raconte ces courses-là et je me dis, bah, moi, c'est dommage de ne pas les partager publiquement parce que moi, ça m'intéresse. Et puis, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, voilà, je crée le podcast qui s'appelle Le pouvoir du mental. Et on revient avec des athlètes de tout niveau, de tout sport, sur des courses ou sur des événements qui ont changé leur vie. Et Ok. donc, voilà, ça en fait partie. Et donc à côté de ça, donc j'ai le sport, le triathlon, j'ai 3 enfants, une femme et donc le travail d'ingénieur informatique. Donc voilà un peu de quoi je suis constitué. Excellent. Bah, écoute, c'est intéressant de voir à quel point un événement ponctuel, et qui plus est, toi tu le dis, tu as même eu ce petit coup aux fesses de ta femme, qui te connaît depuis 20 ans, et Ouais. qui a vraiment senti qu'il y avait certainement un truc à faire là-dedans, et qui, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, 5, 6 ans après, elle est toujours derrière toi dans ce projet-là. Et c'est Mm, intéressant, parce que manifestement, elle a peut-être ressenti quelque chose que tu soupçonnais peut-être pas encore, mm, et qui manifestement a eu de l'impact. Et on va le voir, ça a eu d'autres types d'impact dans ta vie, ouais. notamment dans des choses beaucoup plus matérialistes et très concrètes du quotidien. Et ça va amuser les gens qui vont nous écouter, je pense. On va y venir progressivement. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu au Lionel enfant, parce que là, on Ouais. voit quelqu'un qui manifestement, moi, ma perception des ingénieurs, c'est un esprit structuré, c'est un esprit critique. Dans le sport, ben, il y a un côté je m'évade, mais aussi je repousse mes limites. Mais du coup, le Lionel enfant, il ressemblait à quoi? Est-ce qu'il était déjà Ok. dans ce challenge-là ou Alors, hip-hop de non. tout ça? Eh ben, pas du tout. Le Lionel enfant, il était fâché avec l'école. C'est marrant, hein. C'est marrant pour un ingénieur parce qu'en fait, j'aurais jamais dit. En fait, avant de rencontrer ma femme, avant de passer le bac, je dirais jusqu'en seconde, où j'ai détesté l'école. Vraiment, où je me disais, plus vite j'en sors, mieux je me porte, quoi. Et puis après, chemin faisant, voilà, ma femme, elle est là, elle est totalement à l'opposé de moi, on est vraiment très complémentaires. Elle est très exigeante, elle est très appliquée. Première de classe depuis toujours. Et du coup, je me dis, OK, il faut que je fasse mieux enfin, pas mieux, mais il faut que je fasse bien pour l'impressionner aussi. Enfin, voilà, tu vois, tout ça. Mais si on revient sur la partie, plutôt sur l'enfance, donc fâché avec l'école, certainement dyslexique, certainement dysorthographique, jamais diagnostiqué, mais voilà, c'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, difficulté, fâché avec la lecture, orthographe catastrophe. Euh, et, euh, et donc voilà, donc à l'école, pas top. À la maison, donc plutôt une éducation reçue par ma mère. Mon père était un peu absent, pas forcément par le travail, mais par par une solitude, tu vois, par voilà une grande solitude.
Et du coup, plutôt élevé par ma mère. Donc, on retrouve beaucoup de cette éducation-là, je pense, enfin, je trouve, dans mon moi d'aujourd'hui. Donc, plutôt élevé par un schéma maternel. Mais voilà, donc mon père plutôt solitaire. Plutôt sportif aussi, parce que mon grand-père était très sportif. Il était plutôt judo. Donc voilà, judo, il a créé un club de judo qui aujourd'hui est énorme. Il a voyagé au Japon pour passer ses dan, etc. C'était le premier dans la région à l'avoir parce que bah, voilà, il est décédé il y a 2 ans, mais il était dans sa centième année, donc il a vu pas mal de choses. Euh, donc voilà, une culture très sportive. Mon père après a été blessé, un problème au bras qui l'handicape encore aujourd'hui, donc il n'a pas pu non plus performer très très longtemps dans le judo, mais voilà, une culture sportive. Mon père très solitaire, ça colle un peu avec ce que je suis encore, quelqu'un de plutôt solitaire. Voilà, j'ai pas trop d'amis, j'ai pas trop je sors pas tout le temps, etc. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai gardé de mon père, quoi. Et puis ouais, puis voilà. Plutôt une enfance heureuse, heureuse dans la simplicité, heureuse dans l'autonomie aussi. On m'a laissé beaucoup d'autonomie, comment dire, des vraies choses de la vie, c'est-à-dire que ben, on vivait pas dans la démesure, dans, comment dire, dans l'achat, dans la surconsommation, etc. On vivait dans un petit village ouais, vraiment un tout petit village de 1000 habitants, quoi. Et puis, on était à 3 kilomètres de ce village-là, donc vraiment en pleine campagne. Et donc, c'est un peu ce qui m'a aidé à me mettre au vélo parce que ça permettait d'aller voir un petit peu les copains, un petit peu aux alentours, de voyager, de faire des tours. Parce que quand t'as 14-15 ans et que tu fais 60 bornes, ben, tu vois plein de villages que d'habitude tu fais en voiture. Et du coup, tu te dis, oh, ouais, c'est cool, en fait, le monde, il est sympa. Et puis, en fait, c'est plutôt facile d'y aller en vélo, quoi. C'est un bon moyen de transport, je trouve. Donc aujourd'hui, quand tu es sur ton vélo pour 5 ou 6 heures, 180 bornes et 5000 mètres de dénivelé Ouais. positif, là finalement, tu es en bon loup solitaire sportif. Ça te va bien. C'est ça, exactement. Et c'est presque une balade, quoi. C'est une balade, on va voir le paysage, on va voir la ville à côté, on va voir le village. Et puis, bah, en fait, tu vas à ton rythme. Tu vas à ton propre rythme, alors, sauf quand tu es dans un groupe où tu essaies de suivre quand même un groupe, mais quand tu es tout seul, tu vois, par exemple, là, vendredi, je serai tout seul puisque t'as pas le droit de former des groupes pendant la course, c'est interdit. Hmm. Donc tu es en mode solitaire et puis ben, si tu as envie d'aller plus vite parce que tu te sens bien, bah, tu vas plus vite. Puis si tu as envie d'aller moins vite, eh ben, tu vas moins vite. Si tu as envie de t'arrêter, de poser le pied à terre, de prendre une photo du paysage, bah, voilà, tu le fais aussi, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose, ouais, c'est une discipline qui me correspond plutôt bien. Ouais. Ok, très bien. Euh, et aujourd'hui, tu parlais de l'éducation faite par ta maman et que Ouais. cette approche plutôt maternelle te correspond. Euh, S'il fallait parler de l'héritage de ton père sous la forme de l'éducation, aujourd'hui, tu serais tenté de dire que tu t'inscris plutôt avec ou plutôt par opposition à la posture que lui, il a eue, notamment à ton égard. Moi, je dirais plutôt contre, en fait. Plutôt contre parce que ben, j'ai assez peu de souvenirs de mon enfance. Mais de ce que je me souviens, on le voyait, mon père, on le voyait surtout le dimanche matin. C'est lui qui, le dimanche midi, préparait le repas. Tu vois, c'est un souvenir vraiment ancré. Parce que du coup, c'était des repas un peu différents, des repas où tu pouvais vraiment prendre le temps, hein, parce que tu n'étais pas pressé par le retour de l'école, etc. Et donc c'était plutôt lui qui faisait les repas à ce moment-là. Mais du coup, il était pas, j'ai pas le sentiment qu'il soit là dans les devoirs, qu'il soit là dans les lectures des histoires du soir. Enfin voilà, j'ai des souvenirs d'histoires racontées par ma mère, tu vois, mais assez peu par mon père. Il a été par contre beaucoup plus présent quand j'étais beaucoup plus âgé. Mes parents se sont séparés quand j'ai eu 17 ans, quand j'ai passé mon bac. Et en fait, mes parents ont fait ça bien, c'est-à-dire qu'ils ont attendu qu'on soit en âge de choisir si on voulait plutôt aller chez moi avec papa ou avec maman. Et donc, moi, je suis troisième dans une fratrie. Donc, j'ai un grand frère.
une grande sœur et une petite sœur. Et donc mon grand frère, ma grande sœur étaient partis de la maison parce que voilà, les études, etc. Et ma petite sœur enfin, suivait ma mère parce qu'elles sont très proches, très fusionnelles. Et du coup, moi, ça me semblait normal en fait de rester avec mon père parce que ben, il avait besoin je sais pas, d'une présence, de quelqu'un à côté. Donc voilà, ma mère avait déjà ma sœur et mon père, ça me semblait normal en fait d'aller avec mon père. Et c'est là que j'ai finalement appris à le connaître, où on a passé du temps ensemble, etc. Et donc, enfin, malgré tout, même s'il était assez solitaire, il était quand même présent. Tu vois, tous les dimanches, j'avais des courses de vélo. Bah, il était présent matériellement, il était présent. Et puis voilà, enfin, je sais maintenant que si j'avais une question à poser ou si je devais aller le voir, il aurait été là, quoi. Mais du coup, je reviens à la question initiale, c'est je suis plutôt en opposition, dans le sens où aujourd'hui je surcouvre mes enfants. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu trop en fait. Je veux trop être là, trop leur faciliter la vie. Et donc voilà. Donc je pense que je suis plutôt en opposition par rapport à ça. Ok, ok. Et vis-à-vis justement de ton rôle, toi, de père, le jour où tu as fait la bascule, donc il y a 8 ans, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où tu t'es dit, ah ouais, là, ça y est, je suis papa? Une prise de conscience ou... Ouais. Alors, je pense que j'ai toujours voulu être papa. Toujours, enfin, tu vois, c'est venu instinctivement, tu vois. C'était pas un truc où je me suis dit, bon, bah, allez, ok, tous mes potes, ils sont papa, moi, il faudrait que j'y pense, etc. Non, je les ai voulu assez tôt. Euh, et le vrai moment, je crois que c'est la première fois où, tu sais, tu caresses le ventre de la maman qui est enceinte et tu sens un petit pied ou un petit genou que passer sous la main. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, ça devient réel. Voilà, t'as les échos, t'as les trucs, enfin, tu commences à sentir, enfin, à entendre quand tu colles ton oreille sur le ventre de la maman, tu commences à sentir, enfin, entendre le cœur battre, etc. Où là, tu te dis, ouais, là, ça devient sérieux. Et puis après, dès la naissance en fait, dès la naissance, quand tu commences à faire du pot à pot, parce que nous donc les trois enfants sont nés par césarienne avec enfin, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast par accouchement, mais c'était à chaque fois, donc ils sont nés tous les trois par césarienne. Il y en a dont ma fille, donc j'ai garçon, fille, garçon où ma fille, on a failli la perdre à la naissance. Donc ça, pareil, ça a aussi été un changement dans ma vie et on pourrait aussi y revenir. Mais du coup, voilà. Les premières fois où tu les prends dans tes bras, où tu les mets contre toi, c'est aussi des moments qui sont très forts. Ce que tu laisses entendre là, c'est si aujourd'hui tu couvres beaucoup, ça peut être en lien justement au fait que tu étais déjà père, tu te sentais père, ta fille est arrivée, tu as failli la perdre, et ça a peut-être fait un switch quelque part. Non, je pense que j'ai couvé déjà trop déjà dès le premier. Je vais être honnête avec moi-même. Non, je crois que en fait, j'ai pas ce repère. En fait, ma mère nous a beaucoup couvé, tu vois. Ma mère nous a beaucoup couvé. Elle a du mal à nous laisser partir. Tu sens que ça la tiraille. Enfin, euh, voilà, elle nous empêche pas trop de faire des choses, tu vois. Quand à 16, 17 ans, je dis bah écoute, dans le Nord, écoute, j'ai 16 ans. J'ai envie de prendre le train, d'aller la voir pendant une semaine. Je pense que ça, elle a dû se morfondre un peu. Moi, j'ai dû négocier pas mal, mais j'ai pu le faire quand même, tu vois. Donc, elle nous a beaucoup couvé dans le quotidien, en fait. C'est des trucs insignifiants. C'est préparer le petit-déj. Tu vois, quand tu as 16, 17 ans, tu peux préparer ton petit-déj tout seul, mais là, tu vois, ma mère était là pour le préparer. Donc, j'ai toujours eu la vie un peu facile. Mais donc en fait, je pense que je reprends un peu ce schéma-là. Parce que je me dis, bah, écoute, si j'ai eu cette éducation-là, et je trouve que je suis une bonne constitution, donc ça devrait marcher aussi avec mes enfants. Et puis d'un autre côté, je me dis, ok, je sais pas trop c'est quoi être père en fait, tu vois. Est-ce que j'ai envie de refaire le même schéma que mon père à moi? Est-ce que j'ai envie de copier le schéma d'un autre? Est-ce que je veux prendre des petits morceaux par-ci par-là
et puis faire du mieux que je peux en fonction de moi, de mon feeling. Donc là, la vraie réponse, c'est la réponse C, tu vois, c'est reprendre, enfin, moi, de ma vision des choses, c'est reprendre un peu de ce que tu as envie, et puis, et puis faire un puzzle, et puis avoir quelque chose de complet. Ça, c'est une question que tu es en Et train de te donc, poser là de manière rétrospective ou c'est une question ouais, à un moment qui est vraiment posée de qui j'ai envie d'être? ouais, non, je crois que plus ça avance, plus je me pose cette question-là. Au début, tu vois, tu as le feeling, bah, parce que je crois que ça vient, parce que bah, plus les enfants grandissent, plus c'est des questions, tu dois répondre à des questions de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'au début, ils pleurent, ok, tu checkes la couche, tu checkes si ça fait pas enfin si ça fait 1h30, 2 heures qu'il vient de manger, ou s'il a mal aux dents. Ok, voilà, grossièrement, enfin, ou mal aux dents, ou mal au ventre, ou des choses comme ça, mais grossièrement, tu as ces trois problèmes-là. Si tu lui donnes à manger régulièrement, que tu changes régulièrement, grosso modo, nous, on a eu de la chance, on avait des enfants qui étaient plutôt faciles par rapport à ça. Et puis après, tu arrives au CP, où là, tu dois les accompagner sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage de l'écriture, parce que l'école fait beaucoup, mais voilà, le prolongement se fait aussi à la maison. Et du coup, ça devient plus complexe, parce que tu vois, si tu sais pas comment s'écrit un mot, tu vas appeler, si tu te souviens plus s'il y a deux P, s'il y a deux L, comment tu peux apprendre ça à ton enfant, tu vois, et avoir une certitude sans devoir te retourner et checker sur ton téléphone comment ça s'écrit ou comment ça se conjugue, tu vois. Tu vois, c'est un peu ces problématiques-là où je me dis, ok, avant c'était facile, et puis plus ça va en fait, et plus comment je fais pour les accompagner au mieux en posant un cadre, parce que tu vois, poser un cadre, ça veut dire quoi poser un cadre en fait, tu vois? T'as 1000 cadres possibles en fait, et dans le quotidien, et puis le cadre il peut être mouvant, le cadre voilà, il peut s'élargir, il peut se rétrécir, et puis ça dépend des conditions. Et puis tu te dis ouais, mais j'ai dit oui hier, ou j'ai dit oui à l'autre parce qu'il est plus grand, mais il faut que j'explique que la deuxième qui est un peu plus mature que les autres, pourquoi elle n'est pas en capacité d'aller chercher le pain au bout de la rue toute seule, parce que bah, elle a 7 ans et l'autre il a 8 ans, et c'est presque pareil. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça où tu es tiraillé en fait en lien. Et du coup, plus les enfants grandissent, et plus tu dois répondre à des questions complexes, quoi. Ok, hyper intéressant. Et la notion du cadre telle que tu l'abordes, moi je suis assez convaincu d'une chose, c'est qu'on a souvent des principes qui sont assez clairs et on est souvent soumis à la brutalité, alors pas nécessairement au sens négatif du terme, mais euh, de la réalité, de la fatigue, d'un cri, d'une confrontation sur un sujet où on n'avait pas nécessairement anticipé. Et ça nous appelle à faire bouger un peu les lignes par rapport à soi, parce qu'il faut aussi qu'on s'adapte assez régulièrement à ses enfants. Et j'ai l'impression que quand on a plusieurs enfants, on prend conscience aussi du fait que bah, on est loin d'avoir une manière de faire. Mm, mm. Oui, et puis en fait, comment dire? C'est exactement ça. Et puis tu dois faire aussi avec le tempérament de chacun. Parce qu'il y en a qui sont plutôt autonomes, d'autres qui sont plutôt tête en l'air, tu vois. Et du coup, bah, tu vas pas réagir de la même manière. Tu vas pas du tout réagir de la même manière que si c'était les mêmes êtres, quoi, avec leur même. Voilà, parce que même si tu as fait la même éducation, au final, ce sont des êtres différents, avec des caractères, avec des sensibilités différentes. Et du coup, tu peux pas agir de la même manière pour enfin, pour chaque enfant. Et comme tu dis, en fonction de la fatigue, en fonction du travail, tu peux dire ah oui, je te promets que on va faire cette activité-là tous les deux. Ok, mais en fait, bah, tu es en vacances, tu peux pas le faire parce que bah, la journée elle est passée vite, parce que en fait, sur le coup, tu as voulu faire autre chose, et que du coup, en fin de journée, bah, tu peux pas faire le dessin que tu as promis, ou tu peux pas faire. Tu vois, mon aîné, il veut faire des podcasts, tu vois, pour faire un peu comme papa. Et du coup. Euh, et du coup, ben, à chaque vacances, on en profite pour qu'il fasse 3 4 épisodes, tu vois. Mais là, tu vois, les journées, elles sont pleines, elles sont chargées. Et toi, quand il est 21h, 21h30, ben, pour toi, c'est plutôt l'heure d'aller au lit pour les enfants, pour passer du temps aussi avec ta femme en couple, voilà, du temps entre adultes. Euh, mais ça, l'enfant, il veut peut-être pas forcément le comprendre des fois. Et donc, voilà, c'est un peu triste à dire, parce que quand il dit, ouais, mais tu avais dit qu'on ferait notre épisode de podcast. Bah ouais, mais regarde, il est 21h, la journée, elle est passée vite, on a fait plein de trucs et tout. Donc, voilà, c'est pas forcément évident, mais ça se fait au quotidien, quoi. Je pense qu'il faut pas trop s'en vouloir non plus, on fait ce qu'on peut finalement. C'est peut-être encore moins évident que, si je ne m'abuse, la fenêtre qui est derrière toi, elle n'est pas si conventionnelle que ça. Ça cache quelque chose, non? C'est ça.
Ça cache tout à fait quelque chose, exactement. On n'en a pas parlé depuis le début, mais j'ai pas un beau studio de podcast comme on pourrait le voir d'habitude, parce que je vis en camping-car en fait. Il y a un an en fait, Donc, ouais, c'est attends, ça, il y a attends, un peu plus d'un an, camping-car avec trois ouais, enfants et une avec femme, c'est 3 enfants. ça? C'est ça, on vit en camping-car à 5. Donc en fait, ouais, pour refaire l'histoire très rapidement, il y a 4 ans, on achète un terrain en Bretagne. Voilà, le rêve de changer de région. Nous, on habite dans le nord. On veut des paysages, on veut de la nature, on veut de la solitude, on veut moins de surconsommation dans le quotidien, on veut moins de bouchons. Bref, on veut changer notre quotidien. Donc on plaque tout. Enfin, il y a 4 ans, on plaque pas tout, mais il y a 4 ans, on achète un terrain, on fait, comment dire, on sollicite un constructeur pour faire une maison. Ce constructeur-là fait faillite au bout de 2 ans. Donc, on fait la paperasse, etc. Au bout de 2 ans, il coule la dalle et il nous annonce qu'il fait faillite. Donc là, un an de paperasse pour faire reprendre le chantier. Et donc là, la maison est sur le point d'être terminée. Là, on devrait l'avoir d'ici un mois et demi, 2 mois. Mais en fait, au bout de 3 ans, donc quand la maison reprend, on se dit, OK, on en a marre du Nord, on veut partir, on veut offrir autre chose à nos enfants. Parce qu'avant, on vivait en lotissement, il n'y avait pas vraiment de jardin. Voilà, on avait l'impression d'être tout le temps dans les magasins, etc. Et pas assez en forêt, tu vois, pas assez avec la nature. Euh, et du coup, on avait envie d'autre chose. Et en fait, en se renseignant, il y avait plusieurs possibilités. C'est que ce qu'on voulait, on a fait le constat ensemble, à deux avec ma femme, c'est OK, on veut plus du Nord, on veut quitter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va sur notre terrain avec un mobil-home? Là, c'est pas possible, la législation l'interdit. Même si certains le font, nous, on voulait pas être hors cadre. On achète un camping-car, on fait le tour d'Europe pendant un an. On achète un camping-car, on va sur notre terrain, ce qui était plus facile parce que on pouvait vider les eaux sales quand on voulait, on pouvait remplir quand on voulait, et puis on avait de l'électricité et aussi une adresse. Donc ça, c'était plus facile. Ou alors on prend un meublé, un style un Airbnb, je sais pas où, à la montagne ou bref dans la nature. Et puis on fait un an là-bas. Et finalement, on s'est dit, ben, la solution du camping-car, ça nous fait rêver. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on se disait, ça serait cool de partir en vacances avec un camping-car, de voyager, de se poser n'importe où, de ne pas avoir de contraintes. Et donc, il y a à peu près un an, on achète un camping-car et puis ça y est, on se sépare de peut-être les 2 tiers de nos affaires. Les jouets cassés, les jouets de bébé, alors que les enfants, ils ont 4 ans. Euh, les habits trop petits, et bref, plein de choses. Donc, on a fait plaisir aux proches, on a revendu un peu sur le bon coin. Et, euh, Et donc, le reste, enfin, on se sépare de plein de meubles parce qu'on voulait refaire la déco et tout ça. Il y avait plein de meubles où on se disait, ben, de toute façon, ils repartent pas dans le déménagement, genre le canapé, enfin, vraiment les très grosses pièces. Et puis, on se dit, OK, bah, tout ce qui reste, on le met dans un box. Et puis, on est dans notre camping-car. Donc, c'est quand même une grosse taille, hein. On va dire, c'est pas les camping-cars américains, mais on est sur la limite du permis B. Il y a quand même 6 places assises possibles, 6 couchages. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement confortable, même si en plein hiver, quand on est à 5 dedans, on se sentait un petit peu serré, quoi. Donc voilà, il y a eu. Mais quand on a pris cette décision-là, on avait le sentiment tous les deux avec ma femme que c'était la bonne décision. C'est-à-dire que même si ça allait être dur, même s'il y allait avoir des contraintes, du style recharger en eau tous les 2 jours, du style se séparer des eaux grises, tu vois, ou des toilettes bah, tous les jours, tous les 2 jours, euh, comme, comme se chauffer, comme avoir du gaz pour la cuisson, voilà, il faut amener le camping-car dans une station-service pour recharger en gaz, pour recharger en carburant. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de contraintes, mais on était persuadé que ça allait bien se passer. Et au final, un an après, bah, ça se passe super bien. Quand on dit, bon, bah, c'est bon, on a bientôt la maison, on va revendre le camping-car, les enfants sont là, ah non, 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 il faut qu'on le garde et tout, c'est trop bien. Ouais. Et puis même là, cette semaine, ben, les deux enfants plus grands, ils disent, moi, quand je serai grand, j'achèterai un bus, j'enlèverai tous les sièges, je l'aménagerai et tout, et je partirai. Mon fils est fan des insectes, des animaux en tout genre, et du coup, il veut un peu étudier le,
voilà, enfin, préserver, et étudier, connaître. Et donc il dit, je prendrai mon bus et puis j'irai à droite, à gauche, étudier les abeilles, étudier les trucs. Et donc tu te dis, ok, en fait, ça a eu un impact au-delà de nous, de notre choix qu'on a eu, qu'on a fait, qu'on a appris. Il y a eu un impact sur eux. Alors on le verra certainement quand ils seront plus grands. Mais voilà, c'est une vie, ouais, c'est complètement dingue, quoi. Tout ça, quand on le mêle, parce que tu nous parles quand même bah, d'une relation durable avec ta conjointe que tu connais depuis 20 ans, trois Ouais. enfants jeunes, relativement jeunes, parce qu'aujourd'hui tu as Mm. 34 ans et le dernier a Ouais. 5 ans. Euh, Il y a cette histoire de maison, de reconversion pro, enfin le triathlon, tout ça. C'est quand même beaucoup de challenges, tout ça, non? Ouais, c'est beaucoup de challenges. C'est beaucoup de challenges et en fait on les prend au fur et à mesure. Alors ce qui est bizarre, c'est que plus tu fais du sport, enfin moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que plus je fais du sport, plus je suis créatif et plus je me sens pousser des ailes et rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je me lance dans une prépa où donc les enfants sont encore plus petits. J'ai le même travail enfin j'ai mon travail dans l'informatique. Donc c'était avant reconversion ou avant transition. Euh, et euh, on a acheté une maison qu'on a rénovée pour la louer. On a acheté un fourgon pour l'aménager. Donc tu vois, c'était à chaque fois, il y avait 1000 trucs à la fois en fait. Euh, et, euh, et finalement, je pense que c'est aussi beaucoup dans le mental que ça se passe. Parce qu'en fait, tu découvres que moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Et du coup, plus t'en fais, plus t'es capable de t'organiser, de trouver une organisation. Parce qu'en fait, avant de commencer une prépa pour un marathon, par exemple, ou pour un Ironman, bah, tu te dis, ok, mes journées, elles sont déjà pleines, en fait. Et puis après, quand tu te poses, que tu fais ton planning, que tu fais ton plan d'entraînement, tu dis, ok, en fait, là, j'ai un créneau là. Si je me lève un petit peu plus tôt, je peux faire une demi-heure de muscu. Entre midi et deux, je peux aller courir. Et puis le soir, je peux faire un peu de home trainer ou un peu de vélo. Ou le week-end. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes comme ça. Et du coup, tu te rends compte que ben, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup aussi de sacrifices, de choix à faire. Et en fait, chaque jour, c'est quelles sont mes priorités. Tu vois, il y a 2 ans, par exemple, j'avais fait un tableau avec les priorités parce que je pouvais pas, je peux pas être dans le fourgon en train de l'aménager, à la maison en train de la rénover pour la louer, en train de m'entraîner, en train de m'occuper des enfants, etc. Donc j'ai fait un tableau et je me suis limité à 3 priorités. La première, c'était la famille. Donc toujours les enfants, ma femme en Ok. premier. S'il y avait un entraînement qui devait sauter, ben, c'est l'entraînement qui saute. Si, s'il y a un enfant qui est malade qui doit aller chez le médecin à l'hôpital ou autre, voilà, ça reste la priorité. C'est-à-dire, je pose une demi-journée de congé, je saute un entraînement, c'est pas grave, c'est l'enfant qui est prioritaire. Premier, la famille. Deuxième, c'était le travail, parce que quand même, c'est ce qui nous permet d'avoir un certain confort de vie. Et puis, en troisième, c'était le sport. Tout ce qui ne répondait pas à ces 3 critères était banni. C'est-à-dire, aller flâner un samedi après-midi dans un centre commercial, c'était mort, tu vois. Aller au cinéma, c'est mort. Regarder Netflix, c'est mort. Jouer aux jeux vidéo, c'était mort. Euh, voilà. Donc, ce qui répondait pas à ces 3 priorités-là était complètement écarté. Ok. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper structuré, mais aussi ça relève d'une certaine forme de conviction. Et est-ce que tu serais tenté d'imaginer que c'est complexe dans un premier temps, le temps d'élaborer son plan et de commencer à s'y tenir, et finalement ça devient plus facile à l'usage, à la pratique? Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, je pense qu'il faut pas mettre en place trop d'outils. C'est-à-dire parce qu'après, après, ça va devenir une contrainte en disant, ah ouais, tiens, j'ai oublié ci ou j'ai oublié ça, ou ah bah j'ai pas fait ma routine du matin qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Bah, c'est pas grave, Mhm. je le ferai demain ou je le ferai un peu plus, tu vois. Hein, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Tu vois, par exemple, le yoga, les étirements, la méditation, ça c'est quelque chose qui fait du bien. Il y a 2 ans, je me levais tous les jours une demi-heure plus tôt pour pouvoir le faire.
Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même si un camping-car qui est grand et qu'il y a de la place pour 6 personnes, il n'y a pas de cloison à l'intérieur et que si je commence à faire des sauts dans le camping-car, bah, les suspensions, elles se mettent à bouger et tout le monde est réveillé. Si voilà, quand je sors du lit, que je commence à préparer le petit-déj, ça va réveiller tout le monde puisque on est dans 10 mètres carrés, dans un studio de 10 mètres carrés en fait, hein. Donc, si un enfant qui a envie de faire sa sieste alors que les autres ils ont envie de chahuter, ben c'est pas possible non plus quoi. Si tu as envie de faire une grasse mat et que les autres sont réveillés, il y a pas les enfants peuvent pas descendre dans le salon, commencer à préparer leur petit-déj et toi tu continues à dormir ou à te reposer. Non, ça c'est pas possible. Donc donc voilà, je pense qu'il faut prioriser qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, et puis et pas trop mettre d'outils en place. Voilà, se limiter aux priorités, c'est bien. Si on en a d'autres qui nous font du bien, voilà, il faut foncer dedans, quoi. Moi, ça m'appelle à te poser une question. Comment vous gérez dans un espace aussi restreint les moments de tension? Eh bien, l'avantage, c'est que les enfants ont, en fait, c'est des lits. Il y a bien 6 couchages, donc il y a un lit double, et puis il y a 4 lits simples qui sont fermables entre guillemets avec un rideau. Donc, même si on entend le bruit ou même si on entend l'enfant qui est là dans sa colère, qui pète un câble, ben, au moins il est un peu enfermé dans sa chambre derrière ce rideau-là où lui il a l'impression d'être seul. Donc, on a toujours avec ma femme pris en compte les émotions des enfants. C'est-à-dire que quand il y a une colère, ok, on veut pas la renfermer ou on veut pas dire, comme certains parents d'une autre génération, dire ah c'est pas normal, tu vois, il est en colère ou t'as vu là, il sait pas gérer sa frustration ou des choses comme ça. Ok, non, c'est normal, t'es un enfant, t'as des colères, t'as des frustrations. On t'a dit non parce tu voulais aller faire du pédalo, mais finalement c'est non. Ok, t'es frustré, ok, t'es en colère. Il y a des choses que t'as le droit de faire, comme aller dans ta chambre, donner des coups de poing dans ton oreiller, ou crier dans ton oreiller, ou aller dans le jardin. Tu grimpes à un arbre et puis tu regardes les feuilles dans le vent, quoi, tu vois. Mais donc c'était ça. Donc l'hiver, les moments de tension, c'était plutôt chacun dans sa chambre. Et puis, vous trouvez une activité. Mon petit dernier, il adore les livres, tu vois. Il sait pas encore lire, il a 5 ans, il rentre en grande section, mais il prend des livres et pendant des heures, il peut regarder les images. Mon aîné, par exemple, lui, ce qu'il adore, c'est les podcasts, c'est les histoires, c'est euh, c'est tu sais, les conteuses pour les enfants. Et puis ma fille, c'est les activités créatives. Donc chacun trouve des choses. Donc pareil, on les questionne, de dire bah, ok, une fois que la colère est passée, on dit écoute, ok, tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait du bien ou qu'est-ce qui te permettrait de passer cette colère? Et tu vois, mon fils, j'ai envie d'aller dans le jardin tout seul. Donc là, Mm. l'avantage, c'est que ben, avec le printemps, enfin l'hiver c'était plutôt compliqué d'aller dans le jardin tout seul, mais avec le printemps et l'été c'était un peu plus facile. Et donc il allait dans sa cabane qui s'était construite, etc. Donc voilà, on a trouvé ensemble, du coup, c'était pas les parents qui ont imposé aux enfants, c'était ensemble. Ok, là t'as été en colère, qu'est-ce qui te ferait du bien, comment t'as envie que ça se passe la prochaine fois que ça arrive. Ok. Et voilà, c'est l'enfant qui est aussi au centre, enfin pas au centre, mais qui trouve, on lui pose des questions pour qu'il essaie de trouver tout seul. C'est clé en fait. C'est hyper intéressant comme approche et là, tu viens de me donner quelques tips que j'aurais envie d'adresser non seulement de mon côté à moi, à titre perso, mais aussi à d'autres papas, parce que je pense que ça mérite d'être partagé. Là, clairement, on est en train d'explorer l'équilibre vie privée, vie pro de manière assez intense, manifestement. Parce que je projette et je me dis, moi, tous les moments où on arrive à voir nos enfants qui sont dans leur chambre, au calme, on est vraiment Mhm. à l'écart, où tu vois, il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de bruit, etc. Ces moments-là, ils me paraissent importants, Ouais. aussi bien pour nous en tant que parents que pour l'enfant. Je vois, hein, il y a des moments où mes filles, moi, ont besoin de ces moments de solitude, de mise à l'écart, c'est extrêmement nécessaire. Je me dis que quand on est contraint et que finalement la cloison, ça devient un rideau, c'est juste assez Ouais. incroyable, quoi. Moi, Ouais. j'adore ton histoire. Elle est empreinte de courage, de choix. Et choisir, c'est aussi beaucoup renoncer, manifestement. Mais Mhm. je sais que je t'ai posé la question une fois par écrit. Euh,
Ça va vous faire drôle de vous retrouver dans une grande maison, non? Ouais. Ouais, ça va faire drôle. Et en fait, bizarrement, ça nous fait un peu peur en tant que parents. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de ménage, en fait. Voilà, Oui. tu fais la vaisselle parce que t'as pas de vaisselle, t'as pas de lave-vaisselle. Donc allez, mais si tu veux, comme on a trié beaucoup de nos affaires, on peut pas laisser la vaisselle traîner dans l'évier parce que, si tu veux, on est cinq, on doit avoir 7 assiettes, 7 couteaux, 7 fourchettes, 7 cuillères. Donc en fait, si tu veux manger le soir, tu as intérêt à faire la vaisselle du midi. Oui. Et donc je trouve que c'est pas mal, c'est bien, c'est ce qu'on voulait aussi aller chercher dans cette aventure. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ouais, et du coup, bah, il y a pas de, tu vois, le ménage, moi, je mets 25 secondes à passer le balai, tu vois. Euh, et puis tu peux pas avoir de bazar parce que sinon tu manges pas. Parce que t'as pas la table, il faut l'ouvrir, faut la fermer, il faut un peu la bouger, la tourner pour que tout le monde puisse avoir une place confortable. La bibliothèque de livres, ben c'est 10 15 livres quoi, tu vois, mais c'est bien rangé dans un bon endroit. Mais après, tu as toutes les affaires que tu ne te sers pas tout le temps, du style des serviettes de rechange, du style des draps, des choses comme ça qu'il faut mettre quelque part sans que ça soit dans le passage. Et donc, ça a permis de vivre avec l'essentiel, déjà, premièrement. Et puis, mais donc là, ce qu'on a peur quand on va revenir dans une grande maison, c'est cet aspect ménage logistique. C'est-à-dire que ben, quand tu vas vouloir laver les carreaux, ben, tu prends 2 heures, quoi, parce que tu as des baies vitrées, tu as des Velux, tu as des trucs. Si tu veux passer l'aspirateur, ben, tu passes 10 minutes, un quart d'heure. Les chambres, si elles sont en bazar, ben, pareil, voilà, faudra inciter peut-être quand même l'enfant à ce qu'il puisse éventuellement ranger sa chambre, même si on n'est pas des maniaques du ménage. Et du coup, c'est un peu ce truc-là de se dire, ben, on n'a pas Il n'y envie aura rien à de. ranger parce que votre maison sera vide. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ben, en fait, et puis, en fait, on en avait un peu parlé avant quand on avait évoqué le fait de faire un premier podcast. Si tu veux, aujourd'hui, tous les habits des enfants, enfin, chaque enfant a un petit placard comme ça, grand tu vois, de, je sais pas, 30 centimètres sur 50. Et tous leurs habits tiennent dedans, en fait. Et demain, ils vont se retrouver avec des armoires qui font 2 mètres de large sur 2,50 m de haut. Et du coup, bah, ça va prendre qu'un seul tiroir, quoi. Donc au début, je pense que ça va faire un peu bizarre, ça va faire un peu vide. Mais bon, après, ça sera l'occasion de changer un peu la garde-robe. Ça sera l'occasion de toute façon, ils grandissent, donc il faut racheter des pantalons assez souvent, des pulls, des t-shirts. Donc voilà. Mais on veut quelque chose d'assez épuré, tu vois, un salon sans jeu, par exemple, sans jeu pour les enfants. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie, en fait, tu vois. Avant, on avait beaucoup de jeux dans le salon. Mais c'était la pièce de vie, c'était la pièce commune. Et il y avait trop de jeux dans les salons. Enfin, ouais, trop de jeux dans le salon. Et là, demain, ben, il y a des rangements pour les jeux, il y a des rangements pour les vêtements, pour les affaires, tu vois, même les choses qu'on sert presque jamais, tu vois, mais dont on a besoin, du style les chaussures de ski, les skis, on va skier 1 ou 2 fois par an et ça nous tient à cœur. Donc ça, on est un peu équipé. Et du coup, ben, ça prend de la place. Donc là, aujourd'hui, c'est dans un box, mais demain, il faudra que ça soit dans la maison. Donc ça nous amène à faire la maison d'une certaine manière que bah, ça répond à des besoins ou des problématiques qu'on a eu le temps pendant un an là de se questionner ou de se dire ok, qu'est-ce qu'on a bien aimé dans cette vie en camping-car qu'on n'aimait pas forcément dans la vie en maison. Et puis voilà, après moi j'avoue que une douche longue c'est pas mal quoi quand même parce que là aujourd'hui en fait on vit avec Surtout 80 litres d'eau. quand tu fais du sport 3 fois par jour, c'est Ouais, pas c'est mal ça. pour prendre Ouais. une bonne douche. Ouais, il y a des choses, on est content de retrouver, tu vois, une machine à laver par exemple, parce que là aujourd'hui en camping-car on n'a pas de machine à laver, donc on doit aller à la laverie 1 fois par semaine. Ça nous prend une demi-journée parce que bah, en fait tu as le cycle de lavage, ça dure 3 quarts d'heure. Après le temps de changer de lessive de machine, de tout ranger, tout replier, tu en as presque pour une demi-journée où tu fais rien en fait, enfin ou juste attends. Ouais, bien sûr. Et voilà, l'aspect logistique, tu vois, s'occuper des toilettes, c'est pas hyper fun. On a 80 litres d'eau. 80 litres d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est à 5. 80 litres d'eau, on fait 2 jours avec. Donc 80 litres d'eau pour faire la vaisselle et les douches. Et puis et la cuisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80 litres d'eau, c'est une longue douche, on va dire. Enfin, une douche à peu près normale, ça doit être 70, ça doit être à peu près 70 litres. Et donc là, on arrive à vivre à 5.
avec ça, en se lavant tous les jours, etc. On n'est pas en mode camping où on se lave tous les 2-3 jours, quoi. Donc là, on se lave vraiment à 5 tous les jours. Alors l'avantage, c'est que les douches, elles prennent pas 20 minutes, quoi, tu vois. Souvent, en 5 minutes, les trois enfants sont lavés et voilà. Donc non, en fait, c'est comme dans tout. Il y a des gros avantages d'avoir une maison et il y a aussi des contraintes et des inconvénients d'avoir une maison. Donc on sait que ça se passera bien. Mais voilà, il y a forcément des questionnements, des interrogations. Ouais. Là, tu me tends une perche parce que tu vas me parler de contraintes et de bénéfices, bénéfices, inconvénients. C'est des notions qu'on connaît bien, toi et moi, pour avoir suivi la Mm. même formation dans le développement mental, à destination des sportifs, mais aussi transposable dans d'autres domaines. Moi, c'est ce que je souhaite faire avec les papas, notamment. Et Mhm. en l'occurrence, toi, ta vision, enfin, ton, ton expérience professionnelle, que ce soit en tant qu'ingénieur ou aujourd'hui en tant qu'accompagnateur sur le développement mental, tu dirais que ça t'a permis de te poser quelles questions ou quel concept ça t'a permis de mettre en place que d'autres papas n'auraient peut-être pas imaginé ou n'auraient pas pensé? Est-ce que tu vois une Mm. incidence en tout cas entre ta vie pro et la manière d'exercer ta vie perso et notamment dans le cadre de la parentalité? Euh, je crois que là, voilà, je pense que j'entreprends pas mal de choses. Et je crois que finalement, être parent, c'est un peu l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est pas dans la gestion d'un projet ou dans la dynamique, etc. C'est surtout dans, OK, l'histoire, elle n'est pas écrite. Parce que personne ne l'a écrite à ta place avant. Oui. L'histoire, elle n'est pas écrite. Et c'est à toi de l'écrire, en fait. C'est toi qui es le maître de l'histoire. C'est toi qui es l'écrivain, en fait. Et c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui font autrement, c'est pas parce que voilà qu'il faut tout reprendre en fait, tu vois. Il y a pas de modèle ultime en disant ok il faut tous faire comme lui, il faut parce que euh, la parentalité positive c'est bien, mais quand ça fait 2 heures que tu es en train de négocier de manière positive, avec des phrases simples, avec tu vois simples positives, avec des phrases courtes, en faisant attention aux émotions, à de pas chagriner et tout ça, et qu'au bout de 2 heures ça marche pas, bah, tu te dis, ok, qu'est-ce que je dois faire là? C'est ma propre créativité. Tu vois, tu peux pas dire, ok, allez, je me pose, je vais lire un bouquin, de savoir comment est-ce que je fais au bout de 2 heures si ça marche pas. Non, c'est, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour que ça marche, qui ressemble aussi à mes valeurs. Parce que peut-être que tu peux te dire, au bout de 2 heures de parentalité positive, une bonne fessée, ça va remettre les idées en place, mais en fait, c'est pas aligné avec ce que moi j'ai envie de donner, en fait. Du coup, ben, tu vas trouver autre chose. Tu vas trouver, bah, tiens, on va faire je sais pas, un dessin, une activité tous les deux. Je vais t'extraire du groupe pour qu'on aille marcher un petit peu et que tu puisses me parler ou que je puisse t'expliquer pourquoi c'est pas bien ou ce que tu as fait ou des choses comme ça. Euh, et donc voilà, je pense que c'est de l'entrepreneuriat. C'est un peu aussi lié à la parentalité parce que voilà, l'histoire est à écrire et chacun fait un peu comme il veut, tu vois. C'est comme l'entrepreneuriat. Si t'as pas envie de faire de vidéos TikTok pour vanter ton expertise, bah tu fais pas en fait. Ouais, ok, je comprends parfaitement. C'est hyper intéressant comme approche. Et, euh, et si tu devais réagir là à la notion de performeur, écrite Mm. P-E-R-E, tu connais. Ouais. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça renvoie chez toi, ce nom de performeur? Ben, déjà, j'adore ce nom. Je trouve c'est comme dans l'épisode j'ai un peu la même réponse que Fred que tu as interrogé dans l'épisode 2 je crois, 2 ou 3 peut-être. Où je trouve ça dingue parce qu'en fait, pourquoi personne n'y a pensé avant déjà. Et puis en fait, t'es à la fois père, t'es à la fois formeur parce que tu formes un peu tes enfants ou tu les accompagnes en tout cas. Ok. Et puis tes performeurs, c'est lié à la performance. Alors à la performance, il y a plein de monde qui voit performance comme le top niveau, les élites, etc. Et moi, je lis pas mal du coup de livres sur des athlètes, etc. Et tu vois, Kylian Jornet, qui est un grand trailer, qui dit en fait la performance, c'est juste le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'un marathon, les premiers élites le courent en 2 heures, une, ça dépend, 2 heures, 2 heures une.
un très bon amateur le court en 2h30. Et puis souvent, les derniers, il y en a qui courent en 5 heures, 6 heures des fois. Ok, la performance, elle est là dans chaque personne qui part et dans chaque personne qui franchit la ligne. Parce que la performance, c'est pas de faire 42 kilomètres. La performance, c'est de s'être entraîné pendant 2 mois, 3 mois, même plus. Tu vois, pour un Ironman, ça peut être 8 mois ou un an. La performance, c'est d'avoir fait des sacrifices au quotidien, c'est d'avoir dit non aux amis pour sortir, c'est d'avoir dit non à la pâtisserie, au gâteau, au sucre, enfin, tu vois, à tout le quotidien, quoi, tu vois, aux séries qui t'attendent, au cinéma. Et donc, la performance, c'est vraiment lié au dépassement de soi. Donc, performeur, il y a à la fois l'aspect pair et il y a à la fois l'aspect performance où bah, c'est lié, voilà, c'est lié au dépassement, c'est lié à ok, je me suis surpassé et ok, j'ai fait peut-être un marathon en 5 heures, en 5h30, mais en tout cas, je l'ai fait et pour moi, c'était une performance, quoi. D'ailleurs, enfin, pour revenir juste sur la partie course à pied, je crois que statistiquement, dès lors que tu es capable de courir 5 kilomètres à la suite, tu fais partie de peut-être 10% des gens. Enfin, donc on Ouais. renvoie à des choses assez folles. On a évoqué avec toi l'Ironman, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Mais si on regarde par rapport au commun des mortels, il faut pas regarder si haut pour déjà s'extraire d'un point de vue statistique et montrer qu'on fait Ouais. quelque chose de différent. Ce que je comprends par ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, chacun expérimente sa propre performance Mm. dans son système de valeurs, là où ça compte. Et puis, une expression que tu connais aussi, bah, c'est millimètre par millimètre, quoi. La performance, Ouais. elle est là-dedans, hein. Ok, trop cool. J'aime beaucoup poser cette question-là parce qu'il y a évidemment les projections que moi j'ai faites qui sont le fruit aussi d'une recherche, hein. C'est pas que ma pensée, mais malgré tout, j'ai quand même mon prisme forcément et il y a ma subjectivité là-dedans. Et je trouve que c'est toujours intéressant de venir interroger ceux qui sont notamment en podcast avec moi. Merci pour ce partage-là. On est bientôt à la fin. Je vais te poser une question un petit peu différente. Allez, j'ai le choix entre trois questions. Ok. Je réfléchis à celle que je vais te poser. Euh, Allez, une phrase ou un principe qui t'aide à tenir le cap. Ok. Tout va bien se passer. Ouais, ça m'aide vraiment. Je pense que, euh, Tout va bien se passer. je pense que c'est la confiance en soi. Mais la confiance, c'est pas la confiance dans le sens où, ok, je sais courir un marathon, par exemple, et je pars pour 10 kilomètres. Parce que là, c'est un contexte hyper spécifique. La confiance en soi, pour moi, c'est, ok, si j'arrive dans une situation inconnue, je vais réussir à me débrouiller. Tu vois, genre, t'es catapulté dans un pays complètement inconnu avec une culture différente. Ok, on arrivera à se débrouiller entre la technologie, entre un peu le langage des signes, tu vois, entre trouver des personnes qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir t'accompagner. C'est vraiment, tout va bien se passer. C'est, ok, c'est avoir la confiance en soi, mais la vraie, la confiance intrinsèque en fait, quoi qu'il arrive, même quel que soit le problème que je vais rencontrer, je vais réussir à trouver des solutions, des clés pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir continuer à avancer. Ok, trop chouette. Ça fait partie des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants? Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais. Ok, génial. C'est des valeurs que je te souhaite également transmettre au sein du programme des performeurs, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as accepté ma proposition qui consiste à te mettre à Mm, disposition de ceux qui intègrent la communauté et qui ont envie de grandir en tant qu'individu, qui ont envie de performer là où ça compte vraiment pour eux, et de te mettre à leur disposition pour leur proposer du coaching sur la sphère mentale, notamment, et spécifiquement en fait. Et ça, c'est trop génial. Donc, je suis ravi de t'avoir mm, dans cette aventure-là. C'est l'occasion aussi bah, de mieux te connaître aujourd'hui et de savoir à qui bah, ces hommes, ces futurs papas et ceux qui sont déjà papas bah, vont pouvoir se confronter mm, prochainement, certainement dans le cadre de coaching de groupe. Pour l'instant, c'est moi qui ai la main dessus, mais en mm, tout cas sur des coachings personnalisés et individualisés. Donc c'est trop trop chouette. mm. Au-delà de ça, pour clôturer notre podcast, est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux? Tu as évoqué ton podcast tout à l'heure, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Lionel?
Ouais, tout à fait. Alors, soit le podcast, donc tapez Le pouvoir du mental dans Google, ça va ressortir, enfin, voilà, des pages possibles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout va ressortir. Sinon, Lionel Ducrot sur LinkedIn, ça marche aussi. Le pouvoir du mental sur Instagram, sur Facebook, voilà, sur en fait toutes les plateformes. Ça peut marcher. Et puis, voilà, vous retomberez sur moi. Eh bien, génial. En tout cas, je te remercie pour ce partage. Un petit mot pour ceux qui nous suivent. Si cet épisode t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner à notre podcast, à nous suivre et à nous rejoindre aussi dans la communauté des performeurs. Surtout, laisse un like, un commentaire et partage-le à d'autres hommes qui pourront s'en inspirer et qui, à leur tour, peut-être viendront nous inspirer également dans le cadre de ce podcast-là. Dans tous les cas, Lionel, je te remercie à nouveau et à vous qui nous écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci. Salut, salut.